La neige tombait dehors lorsque la voix de mon père claqua dans la pièce comme un coup de fouet. Sors de chez moi. Les décorations sur le sapin frémirent sous son rugissement. Son visage prenant la couleur du vin dans son verre. La petite main de ma fille se resserra autour de la mienne. Ses grands yeux bruns cherchant sur mon visage une explication que je n'avais pas. De l'autre côté de la table, mon frère eut un sourire narquois dissimulé derrière sa serviette. Ma mère baissa les yeux vers son assiette. Soudain très occupée à replacer sa fourchette entre le jambon rôti et l'argenterie étincelante. J'ai compris que cela n'avait jamais été un dîner de famille. C'était l'exécution publique du peu de dignité qu'il me restait. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que tout dans cette maison le prêt immobilier. Les 2 voitures dans l'allée. Et même les cours particuliers de mon neveu avaient été discrètement payés par la femme même qu'il jetait dehors dans la neige. Moi. Alors, j'ai pris une inspiration. J'ai serré un peu plus fort la main de ma fille et j'ai prononcé le seul mot qui me semblait sûr. D'accord. Le silence qui suivit fut plus lourd que tous ses cris. Seule la cheminée continuait de parler, crépitant doucement contre le sol en marbre. La poitrine de mon père se soulevait et s'abaissait comme s'il venait de courir un marathon. « Tu as assez humilié cette famille, dit-il, la voix tremblante de fureur. Tu te promènes ici comme si tu étais une victime. Comme si tu n'avais pas attiré tout cela sur toi. » Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas assez confiance en ma voix pour être sûr qu'elle ne se briserait pas. Mon frère Grant s'est adossé à sa chaise. Faisant tourner son verre avec un petit sourire nonchalant, « Allez, papa, traîna-t-il. Elle a l'habitude que les gens l'abandonnent. Tu te souviens d'Ethan? » Ce nom tomba comme une gifle. Mon ex-mari. Mon erreur. Le père de ma fille. Ma mère, toujours la diplomate de la famille, essaya d'apaiser les choses. « Grant, ça suffit. » dit-elle, sans réelle conviction. Puis elle se tourna vers moi, son visage prenant une expression de compassion feinte. « Joséphine. Tu aurais dû savoir qu'on n'amène pas son enfant ici sans prévenir d'abord. En s'attendant à ce que tout le monde fasse semblant. » Ma fille, Grace, se blottit contre moi. « Grand-mère, je voulais juste voir le sapin. » murmura-t-elle en regardant l'immense pin qui scintillait dans le coin de la pièce. L'expression de ma mère s'adoucit pendant une demi-seconde avant que le regard noir de mon père ne la fige à nouveau. Je me suis agenouillé et j'ai essuyé une larme sur la joue de Grace. « Tout va bien, ma chérie. » Lui elle chuchotait. « Nous en avons assez vu. » La voix de mon père s'éleva de nouveau derrière moi. « N'ose pas faire comme si ton départ était un sacrifice. Joséphine. Tu as fait tes choix en quittant ce mariage. En démissionnant d'un très bon travail pour courir après une illusion informatique. Tu as fait ton lit, maintenant couche-toi dedans. » Je me suis redressé et j'ai soutenu son regard. « Tu as raison, » ai-je dit calmement. J'ai fait mes choix. Alors assume-les. Répliqua-t-il sèchement. L'ironie était presque insoutenable. L'hypothèque de cette maison même. Les 2 voitures neuves garées dehors. Les vacances dont mon frère s'était vanté pendant tout le dîner. Tout cela existait grâce à mon illusion informatique. J'aurais pu leur révéler à cet instant précis que mon entreprise venait de signer un contrat fédéral. De 30 millions de dollars. Que j'étais la main invisible qui payait leurs factures depuis des années. Mais en observant la fierté rigide de mon père, l'arrogance de mon frère et le calme fragile de ma mère, j'ai compris que la vérité ne ferait que creuser le fossé entre nous. Ils n'étaient pas prêts à me voir tel que j'étais. Peut-être ne le serait-il jamais. Viens. Grace. Dis-je doucement en lui prenant la main. On s'en va. Ne transforme pas encore ça en une de tes scènes d'apitoiement, me cria Grant. Tu n'es pas la victime ici. Tu ne supportes simplement pas d'être ordinaire. Ordinaire? Le mot me brûla au passage. J'ai ouvert la bouche pour répondre, puis je l'ai refermée. Cela n'en valait pas la peine.
J'avais passé trop d'années à essayer de prouver ma valeur à des gens qui avaient déjà décidé que je n'en avais aucune. En traversant le salon, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir au cadre doré au-dessus de la cheminée. Mon visage était calme, bien trop calme. Derrière moi, le sapin de Noël brillait comme un souvenir auquel j'étais déjà en train de renoncer. J'avais mis un simple pull bleu marine ce soir-là. Celui que Grace avait choisi parce qu'il allait bien avec mes yeux. J'avais une allure modeste, exactement comme je le souhaitais. Qu'il continue de me sous-estimer, il l'avait toujours fait. Arrivé à la porte, la voix de ma mère trembla, « Joséphine. Attends. C'est Noël. Ne gâche pas tout pour ta fille. » Je me suis retourné lentement, ce n'est pas moi qui gâche quoi que ce soit. Maman. Elle hésita. Jetant un coup d'œil à Grace, tu sais comment est ton père. Il ne le pensait pas. Le vieux refrain. Les éternelles excuses. Des décennies de silence déguisé en paix. Au revoir, maman, ai-je dit avant d'ouvrir la porte. L'air glacial s'engouffra, chargé d'une odeur de pain et de givre. Derrière nous, j'entendais mon père marmonner des propos sur le respect et la honte. Ces mots ne me blessaient plus comme autrefois. Dehors, des flocons de neige se posaient sur les boucles de Grace. Elle leva les yeux vers moi, son souffle formant de la buée. Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Je me suis mise à sa hauteur, non, ma chérie, dis-je. Parfois, les gens oublient ce que devrait être l'amour. Elle réfléchit un instant, puis hocha la tête d'un air grave. Est-ce que le Père Noël va quand même nous trouver? J'ai souri malgré la douleur dans ma poitrine, le Père Noël sait toujours où chercher. Nous avons marché jusqu'à la voiture, la neige crissant sous nos bottes. Derrière nous, la maison brillait comme une carte postale d'un Noël qui n'avait jamais réellement existé. J'ai démarré le moteur et j'ai regardé les silhouettes de ma famille bouger derrière les rideaux. Toujours ensemble, toujours aveugles. Grace s'est pelotonnée sur son siège, serrant son lapin en peluche. Où allons-nous, murmura-t-elle. Vers un endroit meilleur, ai-je chuchoté en quittant les lieux. Mon téléphone s'est allumé sur le tableau de bord. C'était un message de mon assistante, Priya, contrasigné. Félicitations. Joséphine. Ian vient de franchir une valorisation de 68 millions de dollars. J'ai fixé ce montant, puis j'ai regardé les lumières de Noël s'estomper dans le rétroviseur. 68 millions, ai-je murmuré. Grace bougea. À demi endormie, c'est beaucoup? Maman? C'est assez. Dis-je doucement. C'est plus que suffisant. Nous avons roulé dans la nuit, la neige tombant plus drue et enveloppant le monde de silence. Quelque part entre les kilomètres d'autoroute gelée et les battements de mon propre cœur. Je me suis fait une promesse. Plus jamais je ne me cacherai. Plus jamais je ne supplierai pour avoir une place à une table qui n'était pas faite pour moi. Au prochain Noël, nous ne serions plus les invités chez quelqu'un d'autre. Nous bâtirions notre propre foyer. La route s'étendait longuement derrière nous, tout comme les souvenirs. J'ai réalisé que la voix qui m'ordonnait de quitter cette maison était la même qui avait hanté chaque étape de ma vie. Elle n'avait pas changé en 30 ans. Elle était seulement devenue plus forte parce que j'avais enfin cessé de lui répondre en chuchotant. Notre maison dans l'Ohio, quand j'étais petite, paraissait parfaite vue de la rue. Des volets blancs, des haies taillées, un perron orné de pots de chrysanthème. À l'intérieur, c'était comme marcher sur une couche de glace très fine. Mon père, Walter Ashworth, pensait que le respect s'obtenait par la peur. Ma mère, Diane, était la conciliatrice attitrée de la famille. Apaisant sans cesse ses accès de colère d'un sourire fatigué. Mon frère Grant ne pouvait rien faire de mal. C'était l'enfant chéri avec des résultats scolaires moyens et un bon bras de lanceur. Et puis il y avait moi, la fille silencieuse, l'oubliée. Celle qui meublait le silence entre les éloges adressés à tous les autres. J'ai appris très tôt que dans notre maison,
être vu dépendait de certaines conditions. L'attention de mon père devait se mériter, elle n'était jamais accordée gratuitement. Tiens-toi droite. Souris davantage. Ne contredis pas tes aînés. Ma mère, qui avait jadis rêvé de peindre, avait troqué ses pinceaux contre des listes de courses. Quand mon père me réprimandait, elle me tapotait la main et me chuchotait. Fais simplement ce qu'il dit, ma chérie, c'est plus facile ainsi. C'était plus facile, mais c'était aussi bien plus vide. La première fois que j'ai compris à quel point la balance penchait d'un seul côté, j'avais 10 ans. Lors d'un récital de piano. J'avais répété pendant des mois, espérant que si je jouais assez bien, mon père me regarderait enfin de la même façon qu'il regardait Grant lorsqu'il marquait un point haut. Baseball. Quand le dernier accord s'est éteint, je me suis tourné pour chercher son visage dans la foule. Son siège était vide. Je l'ai trouvé dehors, au téléphone, en train de rire à propos du match de Grant qui avait eu lieu plus tôt. « Tu as été formidable », m'a dit doucement ma mère dans la voiture. « Ton père est simplement distrait. » C'est ce soir-là que j'ai appris que les applaudissements ne signifient rien quand la personne dont on les attend n'écoute pas. Au lycée, j'étais devenue une experte dans l'art de disparaître. Pendant que le reste de la maison résonnait de bruit et d'histoire, je remplissais des cahiers d'équations, car les chiffres ne se disputaient jamais. Ne comparais jamais et ne me demandais jamais d'être quelqu'un d'autre. Quand je ramenais les meilleures notes, mon père levait à peine les yeux de son journal. Les bonnes notes ne servent pas à grand-chose dans le monde réel, disait-il. Regarde ton frère, il se fait déjà des contacts à la concession automobile. Un soir, j'ai surpris ma mère dans la cuisine, elle est différente. Walter. Peut-être devrions-nous l'encourager. Mon père a ricané. L'encourager à quoi? À perdre son temps? Elle reviendra quand elle aura besoin de nous. Je suis resté éveillé dans mon lit, me jurant que cela n'arriverait jamais. Tous les adultes de ma vie ne me considéraient pas comme invisible. Mon professeur de chimie, Madame Patterson, m'a un jour posé la main sur l'épaule pour me dire: « Tu as un esprit fait pour bâtir de grandes choses. » Joséphine. Ne le gâche pas en essayant de plaire à des gens qui refusent de voir qui tu es. Ces paroles ont résonné plus fort que n'importe quel compliment reçu chez moi. Le soir où j'ai ouvert ma lettre d'admission à l'université Cornell, j'ai dévalé les escaliers à bout de souffle. Mon père a froncé les sourcils, c'est bien. Mais les études ne font pas tout. Ton frère gagne déjà sa vie. Pour mon 18e anniversaire, au lieu d'un cadeau, il m'a tendu une valise. Ne dis pas qu'on ne t'a pas donné des ailes, a-t-il lancé. L'université fut intimidante au début. Je travaillais à temps partiel à la bibliothèque pour payer les livres que ma bourse ne couvrait pas. Mon silence est alors devenu ma force, j'écoutais plus que je ne parlais, j'observais. Je m'adaptais. J'ai rejoint un club d'informatique, et c'est là que j'ai rencontré Maya, ma colocataire, qui est devenue ma première véritable amie. Quand elle m'a entendu suggérer une solution pour optimiser le code de notre projet, elle m'a souri, « Mais où te cachais-tu donc ?» En 3e année, j'avais conçu un prototype fonctionnel. Un algorithme de sécurité léger capable de détecter et d'isoler les tentatives de piratage en temps réel. Je l'ai présenté à un concours de start-up étudiante et j'ai décroché la 2e place. Après l'événement, un homme en blazer gris m'a tendu sa carte. « Vous tenez quelque chose de très prometteur », m'a-t-il dit. « Appelez-moi si vous souhaitez sérieusement développer ce projet. » La carte indiquait Eagline Capital. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents, encore euphoriques. Ma mère a hésité, « Chérie, cela semble risqué. Es-tu sûr que c'est un choix stable ?» Après l'obtention de mon diplôme, alors que mes camarades fêtaient leurs embauches dans de grandes entreprises, j'ai entassé mes affaires dans une voiture d'emprunt et j'ai pris la route de l'Ouest. Armé d'un simple investissement d'amorçage et d'une promesse faite à moi-même. Ian System est né dans un espace de co-travail partagé qui sentait le café brûlé et l'ambition des autres. La première année m'a presque brisé, des journées de 18 heures, des nouilles instantanées.
Un compte bancaire qui est un jour descendu sous la barre des 50 $. J'ai appelé chez moi pour demander de l'aide une seule et unique fois. Mon père a soupiré, je vais t'envoyer 1000 $. Mais il va falloir commencer à vivre dans la réalité. Je l'ai remboursé en 2 mois, avec intérêt. Tout a basculé au printemps suivant, lorsqu'une banque régionale a été victime d'un piratage massif. J'ai proposé à ses dirigeants une démonstration en direct de notre système de défense. 2 semaines plus tard, le contrat était signé. En 6 mois, 3 autres institutions ont suivi. J'ai recruté une petite équipe. Principalement des femmes désireuses de prouver leur valeur dans un milieu qui leur laissait rarement de la place. Au bout de 4 ans, ayant été valorisé à 15 millions de $. Je ne l'ai jamais dit à ma famille. Moins ils en savaient, plus ma tranquillité d'esprit était préservée. C'est vers cette période que j'ai rencontré Ethan Reed lors d'une soirée professionnelle où j'avais failli ne pas aller. Il était drôle, sûr de lui, d'une attention constante. Pour la première fois depuis des années. J'ai baissé ma garde et nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie discrète dans un vignoble. Mes parents ne sont pas venus. Pendant un temps, le mariage a comblé le vide laissé par ma famille. Mais les petites remarques se sont muées en reproches amers. Tu accordes plus d'importance à cette entreprise qu'à nous, disait-il quand je travaillais tard. Puis vint ce fameux jeudi soir. Son téléphone s'est allumé sur le meuble pendant qu'il était sous la douche. J'ai hâte de te revoir. La nuit dernière était incroyable. Quand je lui ai demandé des explications, il m'a répondu que je l'avais fait se sentir invisible. Invisible. Ce mot m'a transpercé, car toute mon existence avait été une lutte pour ne pas être réduite à cela. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement dit, sors d'ici. Et il est parti. 1 mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Quand Grace est née au milieu d'un orage printanier. Quelque chose en moi s'est profondément transformé. J'ai chuchoté à ses petits doigts repliés. Tu n'auras jamais à mériter mon amour. Tu l'as déjà tout entier. Je l'ai élevée seule tout en dirigeant une entreprise au fil de nuits blanches. Lorsqu'elle a eu 4 ans, ayant possédé des bureaux sur 3 continents. À cette époque, j'ai appris par une connaissance commune que mon père avait perdu son emploi. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email prudent et distant de ma mère. Nous allons nous débrouiller, bien sûr, mais la période est difficile. Aucune excuse, juste un message lancé dans le vide, attendant tout et rien à la fois. Cette nuit-là, après que Grace s'est endormie, j'ai pris une décision qui, aujourd'hui encore, ne m'apparaît pas tout à fait rationnelle. J'ai appelé mon assistante pour mettre en place une fiducie, la fiducie de la famille Ashworth. Un versement mensuel de 7 000 $ arrivait sur le compte de mes parents, sans aucun nom associé. Ils n'ont jamais su que cela venait de moi. Quelques mois plus tard, ma mère m'a appelé d'une voix plus légère que jamais. La situation s'est arrangée, a-t-elle affirmé. Ton père travaille de nouveau comme consultant. Nous avons même refait la cuisine. J'ai répondu, c'est formidable, maman, en pensant chaque mot avec une amertume silencieuse. Pendant 2 ans. J'ai observé de loin la vie qu'il se construisait grâce à cet argent qu'il croyait tomber du ciel. De nouvelles voitures, un voyage en Italie. Ce qui me frappait le plus n'était pas qu'il dépense mon argent, mais la facilité avec laquelle il s'était convaincu que ma réussite n'y était pour rien. L'appel qui a tout brisé est arrivé par un matin gris de décembre. Alors que j'examinais des bilans trimestriels. La voix de ma mère semblait inhabituelle, presque trop douce et préparée, cela fait si longtemps. Ma chérie. Nous espérions que Grace et toi viendriez pour Noël cette année. Toute la famille sera réunie. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. 2 jours plus tard, elle a rappelé. Et malgré tous les signaux d'alarme dans ma tête, j'ai accepté. J'ai passé la semaine précédant le départ à choisir des cadeaux superflus. Une montre pour mon père, une écharpe pour ma mère, de beaux livres pour ma nièce et mon neveu. Maya m'a appelé le soir où je faisais mes valises, promets-moi une chose, a-t-elle insisté. S'ils essaient encore de te rabaisser,
tu t'en vas. Sans t'expliquer. Tu pars. C'est promis, lui ai-je dit. Le vol pour le Vermont fut paisible. Grace regardait des dessins animés pendant que je contemplais les nuages. Songeant à ces milliers de kilomètres de silence et à ce qu'il m'avait coûté de les franchir. Devant la maison de mes parents, j'ai eu du mal à reconnaître les lieux, une nouvelle aile. Une façade repeinte, 2 voitures haut de gamme garées dans l'allée. Ma mère a ouvert la porte, vêtue d'un pull en cachemire, les cheveux impeccablement coiffés. Oh. Joséphine, dit-elle en s'avançant sans esquisser de véritable étreinte. Et voilà Grace, encore plus jolie qu'en photo. À l'intérieur, la maison ressemblait à un catalogue de décoration, plan de travail en marbre. Et un piano à queue qui n'avait jamais fait partie de mon enfance. Mon père ne s'est pas levé à notre arrivée, vous voilà enfin, a-t-il lâché d'un ton monocorde. Sans quitter l'écran où passait son match. Le dîner s'est ouvert sur des conversations d'apparence anodine mais truffées de piques. Des remarques ciblées sur mon logement, mon entreprise, mon choix d'élever Grace toute seule. Tout le monde n'a pas les épaules pour jouer les Wonder Woman. A glissé mon frère avec un sourire en coin. J'ai souri poliment, sans répondre. Puis Grace a renversé son verre d'eau en essayant de l'attraper. Le liquide s'est rapidement étendu sur la nappe en direction de l'assiette de mon père. Un silence pesant s'est installé. Bon sang, a tonné mon père en frappant la table si fort que les verres ont tremblé. Cette nappe a été importée. Tu ne peux pas surveiller ton enfant? Les lèvres de Grace ont tremblé. Papa, arrête, ai-je dit en me levant. Elle a 4 ans. C'était un accident. C'est exactement ce qui arrive quand un enfant grandit sans figure paternelle. A-t-il rétorqué. Quelque chose en moi s'est alors figé dans une clarté absolue. Tu ne parleras plus jamais à ma fille de cette façon, ai-je déclaré. Plus jamais. Ne t'avise pas de me dicter ma conduite chez moi. S'est-il emporté? C'est curieux, ai-je répondu calmement. Je pensais que la famille passait avant l'amour-propre. Il a désigné la porte d'un geste furieux, le visage rouge de colère. Si tu ne peux pas respecter cette famille, tu peux prendre la porte. Je n'ai pas hésité. J'ai aidé Grace à enfiler son manteau. J'ai remercié ma mère pour le dîner et je suis sorti dans la neige sans me retourner. Sauf une fois sur le perron, joyeux Noël, ai-je dit. J'espère que cette fête est à la hauteur de vos espérances. Cette nuit-là, dans une chambre d'hôtel paisible. Pendant que Grace dormait en serrant son lapin en peluche. J'ai ouvert mon ordinateur portable pour consulter la liste des virements automatiques qui maintenaient le train de vie de ma famille depuis 5 ans. J'ai sélectionné le premier et cliqué sur annuler le virement récurrent. J'ai confirmé, puis j'ai fait de même pour le suivant, et le suivant. Jusqu'à ce que la page soit entièrement vide. Chaque notification d'annulation résonnait étrangement comme une note de liberté. Au matin, ma décision était prise, nous ne resterions pas dans le Vermont. Et nous cesserions de prétendre que les liens du sang suffisent à fonder une famille. Nous avons pris l'avion pour regagner la côte. Vers cette existence que j'avais bâtie de mes propres mains. 3 jours plus tard, ma mère m'a appelé, affolée. La carte bancaire de ton père a été refusée. Que se passe-t-il? J'ai mis fin au virement. Ai-je répondu posément. Tu ne peux pas agir de la sorte. Nous avons des charges. La maison. Les voitures. Des privilèges payés avec mon argent, ai-je souligné. Un argent sur lequel vous ne vous êtes jamais interrogé. Parce que vous refusiez de savoir d'où il provenait. On ne tourne pas le dos à sa famille. Joséphine. Je ne tourne le dos à rien. Maman? Ai-je dit. Je commence enfin ma propre vie. J'ai raccroché et j'ai bloqué leurs 2 numéros. Le silence qui a suivi m'a procuré la sensation d'une longue expiration après des années d'apnée. Mon avocat m'a confirmé ce dont je me doutais déjà.
Ces sommes constituaient des dons et non des obligations. D'un point de vue juridique, je ne leur devais absolument rien. Les nouvelles me sont parvenues malgré tout, comme toujours dans les petites villes. Mon frère a vendu une de ses voitures. Ma sœur a fermé temporairement sa boutique pour de prétendues rénovations. Un journal local a même consacré un entrefilet au revers de fortune inattendu d'une famille en vue. Je n'ai pas fait le moindre commentaire. Je n'en avais pas besoin. Des semaines plus tard, mon frère a réussi à me joindre, fou de rage, m'accusant d'avoir délibérément causé leur perte. Je n'ai rien détruit, lui ai-je répondu. J'ai simplement arrêté de financer une illusion. Mon père a appelé lui aussi, avec une voix bien plus frêle que dans mes souvenirs. Tu travaillais pour toi, a-t-il dit. Pas pour vous, ai-je rétorqué. Et quand vous n'étiez plus en mesure de subvenir à vos besoins. J'ai pris le relais. Sans que tu ne cherches jamais à savoir d'où venait cet argent. Il n'a rien su répondre. J'ai consacré les mois suivants à un projet bien plus essentiel. Un fonds de mentorat destiné aux mères célibataires souhaitant faire carrière dans les technologies. Des femmes sous-estimées comme je l'avais été. Je l'ai baptisé le Cercle de l'Aurore. L'une des candidatures indiquait simplement. Je veux juste montrer à ma fille que nous pouvons bâtir quelque chose qui nous appartienne. J'ai validé son dossier avant même d'avoir terminé mon café. Ce printemps-là, lors d'une conférence, j'ai rencontré Théo Marche. Un ingénieur capable d'écouter sans chercher à tout solutionner, ce qui m'a immédiatement touché. Grace l'a adopté presque aussitôt, avec lui, ton sourire est différent. M'a-t-elle confié un soir, et elle avait parfaitement raison. Plusieurs mois après, une lettre m'a été transmise par l'intermédiaire de mon avocat. L'écriture de mon père y était tremblante. Il avait fait un infarctus. Il m'écrivait avoir passé une année entière à m'en vouloir. Avant de diriger cette colère contre lui-même. Il reconnaissait avoir eu tort. J'ai lu sa lettre à 2 reprises, les mains légèrement fébriles, mais je n'ai pas versé une larme. J'ai répondu par 4 mots simples, je vous souhaite la paix. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Mais écrire ces mots m'a libéré d'un fardeau porté bien trop longtemps. Le Noël suivant, notre maison sur la côte californienne était illuminée de guirlandes. Bercée par des arômes de cannelle et l'air marin. Grace, qui avait alors 8 ans, décorait des étoiles en pain d'épices avec du glaçage rose en décrétant qu'il s'agissait de notre nouvelle tradition. Des amis animaient la cuisine, Maya, Priya et Théo accrochaient des lampions sur la terrasse tandis que les enfants poussaient des cris joyeux à chaque ampoule qui s'illuminait. Il n'y avait aucun éclat de voix dans cette maison, nulle obligation de s'effacer. Seulement une chaleur sincère et méritée. Tard ce soir-là, mon assistante m'a tendu une enveloppe reçue dans l'après-midi, portant l'écriture appliquée de ma mère. À l'intérieur se trouvait une carte sobre représentant une maison sous la neige, accompagnée de ces quelques mots. Nous avons vu l'article consacré à ta fondation. Ton père et moi sommes très fiers de toi. Joyeux Noël. Pas d'excuses cette fois. Pas de réclamation, juste des mots qui, pour une fois, semblaient presque sincères. J'ai posé la carte sur la cheminée à côté d'une photo de Grace et moi prise l'été précédent. Je n'ai pas pleuré et je n'ai ressenti aucune amertume. J'ai éprouvé un sentiment bien plus paisible. La certitude que la paix ne prend pas toujours la forme de retrouvailles, mais parfois celle d'un détachement serein. Plus tard, près du feu, Théo m'a demandé si tout allait bien. Pour la toute première fois, j'ai pu lui répondre, je crois que oui, vraiment. Le lendemain matin, depuis le balcon, j'ai regardé Grace courir après les vagues sur la plage, riant sans raison particulière comme seuls les enfants savent le faire. Théo m'a rejointe en m'apportant une tasse de café, il y a un an, tu redoutais de t'effondrer. M'a-t-il rappelé. Regarde où tu en es aujourd'hui. Il se trouve, ai-je répondu, que s'effondrer est parfois la seule manière de se reconstruire. J'ai repensé à la petite fille qui jouait du piano devant une chaise vide, dans l'espoir qu'on l'applaudisse enfin. J'ai pensé à la femme qui se tenait sur ce balcon,
qui avait appris peu à peu et au prix de grands efforts à être fière d'elle-même. La blessure n'avait pas disparu, elle avait simplement laissé place à un avenir bien plus beau. Si vous avez déjà dû prendre vos distances avec des personnes censées vous aimer simplement pour pouvoir respirer, sachez que choisir votre propre voie n'est pas un acte égoïste, c'est une nécessité. La famille ne se limite pas à ceux qui partagent votre sang. Elle rassemble ceux qui sont là pour vous, qui restent bienveillants en toutes circonstances et qui ne vous demanderont jamais de vous effacer pour mériter leur amour. Que signifie la famille pour vous? N'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires.